ICP Conférence. Bonjour à tous et à toutes pour cette conférence d'un siècle futur. On reçoit aujourd'hui Elsa Grangier parce que je trouve que c'est une fille formidable et son parcours est absolument étonnant. Et je vais la laisser au questionnement des étudiants et étudiantes, simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que Greta machin dans la vie, il y a aussi Grangier et ses jeunes. À vous, Mathilde. Oui, donc en fait, ce sera donc c'est au tour de Gaëlle de présenter bien sûr notre invité du jour. Je suis en charge en fait de converser avec les internautes et ceux qui veulent chatter en direct, et j'attends tout simplement ma collègue pour prendre la suite et présenter notre invité du jour. Apparemment, ma collègue a des problèmes de son, elle n'arrive pas à se connecter. Alors, si vous voulez, en attendant que mes collègues tentent de trouver une connexion, je peux du coup présenter l'invité via sa biographie envoyée par Monsieur Le Touzé. Donc, il s'agit d'Elsa d'Acosta Grangier, qui est journaliste et productrice citoyenne, diplômée de l'EM Lyon, après 10 ans au sein des grands groupes comme cadre dirigeant marketing spécialisé dans le numérique. Elsa Grangier devient journaliste, ce qu'elle raconte dans son Talk TEDx. Pendant 4 ans, elle officie quotidiennement comme chroniqueuse TV spécialiste des questions de société dans l'émission Les Maternelles. En 2016, après 5 mois chez BFM TV comme reporter à l'occasion de la présidentielle, elle crée le site Je compare les programmes.fr. Ce qui lui vaut de participer à de nombreux débats sur LCI. Convaincue que le journalisme a une vocation pédagogique et citoyenne, elle décide de produire et réaliser des projets audiovisuels ayant trait à l'éducation, la politique et l'environnement en créant Clarté Productions. La série documentaire Le Lobby de Poissy, diffusée sur France TV Éducation, a reçu un award d'argent dans la catégorie responsabilité sociétale au festival Green Award de Deauville. Elle est également l'auteure de Rêver grand, ces enfants qui s'engagent pour la planète, aux éditions du Seuil, sorti le 5 mars 2020, donc à découvrir après le confinement. Elle participe aussi régulièrement à l'émission On refait le monde, animée par Thomas Soto sur RTL. Donc bonjour Elsa. Bonjour Mathilde, merci de cette présentation. Alors, je ne sais pas si vous voulez me voir ou pas, ou si je reste cachée comme une voix. Bah écoutez, on aime les deux. Pour le coup, je vous ai vu avant, donc peut-être que les internautes aimeraient peut-être vous voir, mais en même temps, vous êtes la même que sur la vidéo, donc ça va. Pas tout à fait, Mathilde. Modulo justement la coiffure, hein, comme l'a dit Samy, parce que moi aussi, je subis les affres du confinement. Donc, bonjour à tous. Ah, très bien. Hop, donc du coup, peut-être une petite question. Actuellement, comment vous gérez la sortie de votre livre qui voilà, en termes d'écrivain et aussi d'auto-entrepreneur, comment faire face en fait à une sortie de livre quand elle n'est pas visible? Donc comment vous avez pu mettre en place un plan de communication actuellement? La première chose, c'est que c'est très difficile. Je redis bonjour, hein, au cas où vous ne m'ayez pas entendu, chers étudiants. Et je suis ravie, très impressionnée et très stressée en fait d'être face à vous sans vous voir vraiment. Mais bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour répondre à votre question, Mathilde, c'est très dur en fait. C'est vraiment très difficile, c'est très frustrant parce que Philippe pourrait aussi en parler. Écrire un bouquin, ça demande énormément de temps, même si ça s'est fait dans des conditions très rapides entre la fin de l'aventure des enfants, justement, dont je parlerai tout à l'heure, et l'écriture du livre. Et c'est vrai qu'on attendait cette date du 5 mars avec beaucoup d'impatience, avec énormément de radio et de télé qui étaient prévues. Je ne vous cache pas que voilà, hein, donc on a tous décidé de ranger tout ça au placard et de prévoir les choses pour après. Évidemment, moi je trouve que ce serait indécent de commencer à dire que j'ai cette frustration qui m'habite tous les jours. Je ne vous cache pas que finalement j'ai tourné la page sans mauvais jeu de mots assez rapidement. D'accord. Parce que je trouve que ce qui nous a envahis était dramatique. Et puis surtout, en fait, je pense que ce livre pourrait être une pierre à l'édifice d'après, parce qu'il est un des outils qui pourra certainement expliquer comment on peut réinventer le monde, réenchanter le monde, notamment avec des étudiants et avec l'éducation comme point d'orgue. Et du coup, avec justement l'explosion des podcasts et des lives audio, éventuellement lire votre livre et le présenter en live ou en podcast, pour vous, est envisageable ou n'est pas envisageable?
en tant Si, qu'auteur? si, c'est envisageable. La seule chose, c'est que c'est des choses qui se travaillent avec votre éditeur et que je pense que l'éditeur, il a aussi tout intérêt à ce que le livre soit... C'est un objet aussi quand même littéraire en soi, donc on a besoin d'avoir l'ouvrage en soi, donc c'était important de pouvoir communiquer là-dessus et il y a des choses qui ont déjà été faites, donc il y a 2 podcasts qui sont en ligne parce qu'évidemment, tout le monde a eu besoin de se réinventer très très vite, même d'ailleurs les gens qui ne sont pas des Aujourd'hui, le podcasteurs pays du natifs, confinement, qui c'est ont la aussi besoin France. de Je communiquer vous emmène là-dessus. retrouver. Oui, il y a Aujourd'hui, une dame le qui pays du parle confinement, maintenant, c'est la Oui, France. c'est Je vous. vous emmène Samy, retrouver Samy est Anaïs, accro aux Anaïs, vidéos. professeure de psychologue, Donc du coup, confinée. il a découvert Et une vous nouvelle allez voir fonction qu'avec et il ne son s'arrête emploi, plus. elle a pas vraiment le temps d'aller aux fraises. Non, mais très bien. Non, Chez mais, vous. donc oui, il y a Nous des sommes podcasts en guerre. qui sont sortis. J'ai eu envie moi-même Je suis de Anaïs lire. Villeuve, Si donc vous voulez, j'enseigne à Mhm. l'école ça élémentaire m'est passé Montaigne par à la tête. Et Poissy. puis après, Après en le discutant avec confinement l'éditeur, il aux m'a journal dit télévisé, qu'il c'est vrai valait mieux qu'on que attende ça a été évidemment un que cette choc période soit pour toute terminée. l'équipe Parce que beaucoup de enseignante de festivals l'école. écologiques vont Pourquoi se mettre ça en a place, été un beaucoup choc d'événements pour qui ont vous? été Ça a annulés été vont un se choc parce programmer aussi, dans qu'on lesquels s'est dit, j'étais mais invitée. comment on va Oui. faire Qui quoi? souhaitent Parce que que le plan de on promotion on soit plus n'était pas du décalé, tout de profiter d'un moment préparé à comme ce ça, genre de qui est en plus gestion des classes. particulier. Et Même puis je suis si un peu on à développe des contre-temps parce outils que de nous sommes communication encore avec dans les une familles période qui est dans l'école dramatique. de Et manière qui est Nous unique sur le surtout, oui. plateau, qui est inédite, qui est unique, et surtout il y a une période de deuil. Donc moi je peux pas arriver en toute nonchalance en disant attendez, je vais vous expliquer comment on peut faire des initiatives très très positives. Oui. Je pense qu'il y a un temps pour tout et que même moi je suis sidérée de ce qui se passe et que j'ai besoin aussi de prendre du recul pour être peut-être plus pertinente et plus constructive demain avec ce livre. Vous vous considérez comme une productrice citoyenne. Est-ce que vous pouvez développer ce propos à nos internautes, s'il vous plaît? Non. Non. Mais en fait, Merci ça vaut très Elsa, à le coup. bientôt. C'était la Non, minute. mais tout ça, c'est du marketing, enfin, Mathilde. Vous savez bien que c'est du marketing, ce temps dans lequel nous vivons. Non, je suis une productrice citoyenne, tout simplement parce que j'ai décidé de monter mes boîtes de production pour produire mes propres documentaires qui traitaient des questions sociétales et de citoyenneté. La première, c'était évidemment le lobby de Poissy qui raconte l'ascension formidable de ces enfants de CM2 dans une zone d'éducation prioritaire qui, sur le papier, comme ça, on se dit qu'on est très éloigné des combats écologiques. Et puis en fait, pas du tout, parce que l'écologie, c'est un combat qui est un combat global, humaniste, en fait, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je suis une productrice citoyenne et que tous les sujets que j'adresse, même si c'est extrêmement difficile de pouvoir les vendre à des chaînes de télé, je pense que ça le sera de moins en moins. Et pourquoi justement c'est difficile de les vendre, ces sujets? Parce qu'on est quand même sur des sujets de société, donc si potentiellement pourrait intéresser les médias. Pourquoi actuellement les médias sont plus dans l'actualité, le phénoménal, et finalement loin de la société, celle qui souffre et celle qui a besoin aussi de parler, de s'exprimer? Vous voulez une réponse sincère? Oui, on est entre écran, on peut se permettre. En fait, je vais pas réinventer la roue, mais je pense que les étudiants le savent aussi. Aujourd'hui, l'espace médiatique est dans une économie de l'attention particulière, avec un besoin de générer du chiffre d'affaires et de l'audience, et que très longtemps on a pensé que l'audience, ces drivers, si je peux me permettre de reprendre une casquette marketing que j'ai eue pendant 10 ans, ces drivers, ça va être du sensationnel, ça va être de la petite phrase, ça va être du détail, ça va être des choses de ce type-là, et des sujets qui ont besoin d'explications et de temps long semblaient ne pas être des sujets porteurs, ce qui pour moi est une erreur, parce qu'il y a un vrai rôle aussi, même ne serait-ce que pour le service public, de prendre ces sujets à bras le corps sans tomber ni dans un misérabilisme, ni dans des clichés. Je vous prends par exemple le thème de l'éducation. L'éducation, moi je me souviens quand j'étais dans des chaînes info pour valider mon master de l'ESJ et que je voulais faire absolument des sujets éduques, j'ai un rédacteur en chef qui m'a dit moi l'éducation ça ne m'intéresse pas, c'est 2 fois dans l'année pour la rentrée des classes et pour les résultats du bac. Donc quand vous avez ça, comment vous voulez envoyer à des professeurs une représentation de leur métier qui est équilibrée? Je dis pas qu'il faut tomber dans un monde de oui et dire que les profs sont tous merveilleux, c'est pas ça. Bien sûr, oui. Mais c'est en tout cas d'apporter un contrepoids, si vous voulez, pour que l'audience, le public, puisse avoir une représentation d'un métier qui est équilibré. Et en plus, ça joue sur les racines de la société, puisque des profs qui vont se sentir valorisés par un reportage, un sujet ou un documentaire vont avoir envie de continuer en fait à véhiculer ça, à transmettre, et ça va certainement susciter des vocations aussi chez des étudiants qui vont se dire que finalement prof c'est pas entre guillemets une planque comme le cliché qu'on pourrait véhiculer, ou comme on a encore eu Sibeth Ndiaye qui a fait une vie pas possible
en leur disant qu'en ce moment, ils ne pouvaient pas aller cueillir des fraises parce qu'ils ne travaillaient pas, alors qu'on sait qu'ils sont tous sursollicités du fait de la nation apprenante. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces enfants, en fait? Parce qu'on remarque que voilà, tout votre travail est marqué justement par cette jeunesse comme potentiellement un espoir pour le futur. Mais est-ce que tous les jours, ça vous le prouve ou au contraire, vous avez cette inquiétude de ce qui peut se passer après pour cette nouvelle génération, justement? Alors moi, j'ai un peu les fesses entre deux chaises, je dirais, parce que je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, et j'ai 3 enfants qui ont 14, 11 et 10 ans. Bon courage. Et puis, non mais ça va, heureusement. Et puis, vous voyez, il me laisse tranquille, là, pour l'instant, personne n'est rentré dans la pièce. Donc, mais qui est bâillonné, là? C'est ça, ils sont sous le lit, ils ne disent rien. Non, donc j'ai cette casquette-là de mère de famille, et puis j'ai cette casquette de journaliste citoyenne. C'est pour éviter de dire engagée, en fait. Ouais. Parce que je trouve qu'engagée, c'est un peu galvaudé. On a l'étiquette souvent quand on parle d'engagé, oui. Exactement. En fait, moi, déjà, je me sens en responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse. Je me sens en responsabilité de lui offrir mes compétences, mon savoir-faire, mon réseau, pour faire en sorte que ses projets, ses idées puissent être poussés plus loin que simplement une vidéo YouTube. Voilà, pour schématiser un peu le truc. Après, bien sûr que c'est une zone d'inquiétude, mais ma zone d'inquiétude, elle ne vient pas de la jeunesse, pas du tout, parce que celle que je côtoie tous les jours, elle me prouve qu'elle a des rêves et que mon rôle à moi, c'est justement de faire en sorte de les concrétiser en leur montrant justement quels sont les bienfaits d'une société où on travaille ensemble, qui est moins individualiste aussi, qui peut compter sur les adultes. Philippe, tout à l'heure, a fait, quand il a parlé de moi, et c'est assez flatteur, et je le remercie, je rougissais, il a parlé de Greta Thunberg en disant qu'il n'y avait pas que Greta Thunberg dans la vie. En fait, grosse différence entre Greta Thunberg et une initiative comme celle du lobby de Poissy, donc ces enfants qui se sont constitués comme junior association et comme le premier lobby protecteur de la planète, c'est qu'en fait, déjà, ils sont un collectif, il n'y a pas une tête d'affiche qui sort, et ça, c'était aussi important de le montrer. Ce sont des enfants qui ont proposé des choses, qui n'ont pas fait que culpabiliser ou asséner un discours comme ça, un peu moralisateur, catastrophique. Mais vous a-t-on reproché d'en faire des marionnettes, justement, comme on peut reprocher à Greta d'être une marionnette de ses parents ou encore d'autres partis politiques? Est-ce qu'on vous a reproché finalement d'appuyer votre sujet, votre vision sur ces enfants et finalement d'en faire des petits pantins potentiellement qui pourraient plaire à certains ou même certains politiques? On a essayé. Évidemment, c'est logique, on a essayé, mais en fait, on s'est assez bien défendu avec Anaïs Villoc, qui est la professeure des écoles avec qui j'ai travaillé conjointement, et on est vraiment un duo toutes les deux, parce qu'on avait déjà à cœur de préserver ces enfants d'une surmédiatisation. Ça, c'était capital pour nous, parce que moi, étant du métier, je sais à quel point ça peut être dévastateur. Je vous donne une idée, enfin un petit exemple aussi rigolo, c'est lors de l'aventure du lobby de Poissy, il y a des journalistes qui les ont interrogés, et qui sont venus me voir, d'ailleurs c'est ce que je raconte dans le bouquin, qui sont venus me voir en me disant, dis donc, c'est pas Greta Thunberg, sous-entendant en termes d'éloquence, en termes de discours hyper punchy, travaillé, marketé, comme ce que j'ai pu faire pendant 15 ans. Parce que finalement, on est face à des enfants. Oui, et excusez-moi, mais tous les enfants ne sont pas Greta Thunberg, et heureusement. Et heureusement aussi, et surtout la parole des enfants, c'est celle du lobby de Poissy. Tous les enfants sont comme eux en fait, et se posent le même type de questions, et ont la même façon aussi la plupart du temps de parler et de communiquer. Donc l'instrumentalisation des enfants a été très vite conduite, parce que déjà, il n'y avait jamais un seul enfant qui représentait le lobby de Poissy. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, on avait la confiance des parents aussi. Et ça, c'était extrêmement important pour moi de continuer à l'avoir, parce qu'ils m'ont confié ce qu'ils avaient de plus précieux pendant ces 2 ans, en fait. Et comment vous avez fait justement pour gagner cette confiance, de dire à un parent, écoutez, voilà, j'ai un sujet et j'aimerais bien avoir votre enfant, en fait, pendant 2 ans, entre guillemets, au centre de ce sujet, faisant partie même en tant qu'acteur, en tant que... Voilà, et comment vous avez pu, en fait, justement gagner cette confiance, parce que c'est difficile actuellement de faire confiance aux journalistes, et encore plus quand c'est nos enfants, parce qu'on ne peut pas avoir un mot à dire sur ce qu'ils vont dire devant la caméra. Exactement. En fait, elle est intéressante, votre question. En fait, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai fait partie de l'aventure dès le départ. Donc, quand je suis arrivée, j'avais un projet de documentaire, mais qui n'était vendu à personne. Et donc, personne ne voulait d'ailleurs. C'était pas comme ça l'histoire. Moi, toutes les chaînes m'ont fermé la porte. Et moi, je suis tombée complètement en amour de cette professeure, Anaïs, qui est devenue une amie, et de ses enfants qui sont au fin fond de Poissy, entourés de tours,
de béton et qui allait simplement partir en classe verte et qui avait gagné un concours pour rencontrer Hubert Reeves. Donc l'histoire, elle démarre là. Et quand j'arrive, je suis moi, quoi, comme vous me voyez aujourd'hui. Je suis assez, je pense, naturelle. Et puis surtout, je ne pense pas que je triche. Je ne crois pas que je sois dans ce... Et je n'avais pas un souci ni d'instrumentalisation des enfants. Et puis à ce moment-là, il faut se rappeler d'un truc, c'est que Greta Thunberg n'est absolument pas connue du grand public, parce que quand j'ai commencé à tourner, on est en avril 2018. Greta Thunberg, on a commencé à la connaître en décembre 2018. Elle n'était pas encore sur son bateau, oui. Pas du tout, exactement. Donc moi, quand j'arrive en disant on va parler d'écologie, déjà, et d'éducation, là, toutes les chaînes de télé me disent non, déjà, premièrement. Mais les parents sentent qu'il y a une forme de regard de l'autre qui est posé sur leurs enfants, sur la façon dont ces enfants appréhendent le monde de demain, dans une ville où, a priori, personne n'aurait été posé des caméras. Donc, il y a une forme de reconnaissance avant qu'il y ait de la confiance. Et puis la confiance, vous savez, elle se fait au quotidien, quoi. On a un groupe WhatsApp, on a un Snapchat, je suis constamment en contact avec eux, je suis allée chez eux, j'ai discuté des heures avec eux mais parce que j'avais envie de le faire, pas parce que j'avais un projet en tête, quoi. Et puis encore maintenant. Donc est-ce que du coup, durant ce confinement, vous continuez à les suivre? Parce que forcément, quand on est dans certains milieux, que ce soit défavorisés ou moins privilégiés, si je puis dire, le confinement est difficile pour tout le monde, mais encore plus quand on est plein dans une pièce. Alors on essaie, oui, de maintenir peut-être le tri. Et encore, on n'a pas forcément de quoi manger 5 fruits et légumes par jour et de trier ce qu'il faut trier, ou encore d'avoir un jardin partagé à côté. Donc du coup, maintenir le contact. Est-ce que du coup, vous imaginez une suite à votre livre ou encore à votre projet, ou c'est en stand-by? Alors, oui et non. Déjà, oui, je suis évidemment toujours en contact avec eux, puisque dans le cadre du confinement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai sorti une série qui s'appelle Elsa au pays du confinement, pour comprendre un peu dans tous les pays d'Europe comment les choses étaient vécues. Et puis, j'ai interrogé en France Anaïs Villoc, qui est donc la professeure des écoles, pour savoir comment elle s'était mise à l'école numérique, puisque ça a été un peu à marche forcée du fait du confinement. Donc ça m'intéressait beaucoup, d'autant plus que, comme vous le disiez, elle est aussi dans un réseau d'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'il y a peut-être une fracture sociale, parfois des inégalités on n'était pas sociales, du tout dans cette optique de... Excusez-moi, Samy s'emballe à chaque fois avec les vidéos. Avec l'élève. Non, mais c'est bien, formation, on est d'accord que vous n'avez pas, je vais dire une bêtise, pardonne-moi, mais vous n'avez pas une formation spécifique sur les outils numériques, comment pouvoir faire une classe à distance et autres. Aussi avec mon réflexe Alors, instantané, on a des c'est d'avoir son avis à elle, sur le parce que numérique, c'est surtout de l'intra-classe, Monsieur Germain d'Albert Camus, ce qui peut nous servir dans le cadre de notre pratique de classe quotidienne. Donc, la mairie de Poissy a donné, a prêté plutôt des tablettes familles qui n'en disposaient pas. Donc, mais le problème, c'est qu'il n'y en avait que 50 pour chaque groupe scolaire. Nous, on a 260 élèves. Pour l'instant, il est virtuel et on essaie de le faire connaître. Mais non, mais il n'y a pas de souci. De suivre en classe, ça allait encore plus pour la communication. Elle a mon numéro de téléphone, on s'appelle tous les jours, les messages, les photos du travail, etc. Donc, on s'adapte. La semaine dernière, je suis allée à l'école faire des photocopies et préparer des livrets de travail pour les 2 semaines qui suivaient. Et donc là, en ce moment, ils ont le travail papier à la maison. Et à côté de ça, j'utilise une application qui s'appelle Classroom. C'est une appli qui permet d'être en contact avec les parents et les élèves de sa classe. Ces enfants, ils ont construit avec 310 autres gamins d'Europe la première déclaration européenne des droits de la planète. C'est un peu comme un... Extraordinaire. Que voilà, c'est pratique d'avoir ce contact-là, mais malheureusement, tout le monde n'est pas actif sur cette plateforme. Donc ça demande beaucoup de relance, de maintien du contact avec les familles. Et pour ça, on a notre téléphone personnel. Je suis quand même assez flexible, surtout en ce moment. Je me dis que c'est quand même vraiment pas évident pour les familles. Moi, ma classe, j'ai que 13 élèves, je suis en CE1 dédoublé. Et donc, malgré le fait d'être dédoublé, ça prend une énergie folle, notamment pour les élèves qui ont déjà des familles éloignées des milieux scolaires, soit par précarité sociale, soit par précarité numérique aussi, et aussi par précarité scolaire en termes de contenu. J'ai des parents qui ont du mal à suivre le travail des enfants, même en CE1. C'est vrai que c'est une donnée à vraiment prendre en compte. Tu me pardonnes, mais on entend ma machine à laver qui tourne, parce que c'est un petit peu ça, l'interview du confinement. C'est dans la vie réelle. Et en gros, moi, sur ma classe de 13 élèves, j'en ai 7 assidus chaque jour. Si des étudiants veulent prendre la parole, poser des questions pertinentes ou pas. Et ça pose question parce que nous, on fait tout pour la réussite de nos élèves. Mais... Y a-t-il quelqu'un sur la planète?
En ce moment, je me dis que c'est quand même vraiment pas évident pour les familles. Moi, ma classe... Samy, toi qui es le docteur Raoul de la communication. Je suis toujours là. Alors, il me semblerait que certains étudiants aient visiblement des soucis avec leur connexion. On a une question qui vient d'arriver de la part de Marie Grain. Donc, du coup, je vous laisse peut-être reprendre là. Oui, je voulais que je la lise et je réponds. Oui, c'est bien. C'est mieux, c'est pas mal. Est-ce que j'ai suivi les travaux de la Convention citoyenne? Oui, bien sûr que je les ai suivis. Et il a même été question, avant que nous soyons en période de confinement, chère Marie, que le lobby de Poissy intervienne, notamment dans le cadre des travaux sur la Déclaration européenne des droits de la planète, puisque si vous avez suivi les travaux, vous avez dû voir qu'il y a eu toute une après-midi qui a été consacrée à l'écocide et aux droits de la planète, justement, et à reconnaître une personnalité juridique à l'environnement. Donc, comme cette initiative fait partie de cela, notamment avec le soutien de Valérie Cabanès, qui est juriste et qui a beaucoup travaillé là-dessus, il était prévu qu'on y arrive. Malheureusement, le confinement nous a confinés, mais ce n'est pas terminé. Donc, nous allons continuer à nous rapprocher d'eux. Alors ensuite, ça va trop vite, il y a trop de questions, j'arrive pas à lire. Alors attendez. Toi, ta série au pays du confinement, là. Pourquoi c'est une initiative, etc. Ouais, alors la série au pays du confinement, en fait, j'avais pas envie de m'ennuyer pendant mon confinement et j'avais surtout extrêmement envie de savoir comment ça se passait ailleurs. Au départ, l'idée, c'était de renouer avec les professeurs de la Déclaration européenne des droits de la planète qui m'ont accompagnée dans ce projet et surtout mes copines italiennes dont je savais que c'était très compliqué. Elles ne sont pas en Lombardie, elles sont dans le Piémont du côté de Turin, mais je voulais savoir comment elles vivaient cette période de confinement avant que nous-mêmes nous soyons confinés. Et donc l'idée est venue un peu spontanément comme ça, où j'ai eu envie de faire ce tour d'horizon et surtout de réinventer un peu des pratiques journalistiques parce qu'on était tous tankés chez nous à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Moi j'avais des projets de doc. Bonjour Elsa, je t'appelle de Manhattan. Mais voilà, donc après au départ il y a eu l'Italie, puis après je me suis souvenu que j'avais des amis en Allemagne et puis bon. Et puis les gens m'ont proposé aussi d'autres personnes et je me suis aperçue que ça fonctionnait très bien, notamment cette vidéo que vous voyez en même temps avec Gaëlle à New York qui a fait un carton sur les réseaux sociaux, et mon mari. Au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant pour vous, jeunes aspirants, alors j'avais envie qu'on ce qui m'a été dit de la part des gens qui entend beaucoup de choses en fait de France concernant la situation aux États-Unis, c'est de nous faire un petit topo rapide très différent de celui qu'on avait en New York a été mis en pause. Que ça apportait aussi un éclairage incarné, qui avait pas que de l'information, qui avait aussi un peu de profondeur dans le ressenti. Et du coup, une autre question qui est assez lointaine, mais du coup, ce goût et cet amour pour la pédagogie, la transmission, est-ce qu'un jour on pourrait vous avoir en tant qu'intervenante à l'ICP? Une promenade ou encore elle est très chère. Quand elle sort dans la rue. Est-ce que vous avez régulièrement des tampons sur la propagation de cette infection? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une transparence sur cette information-là? On connaît les feuillets, le prix du feuillet. Mais en fait, nous, on est beaucoup drivés ici par le gouverneur de l'État qui s'appelle Andrew Cuomo. Je vais peut-être me faire incendier par l'administration avec cette question. Mais c'est vrai qu'après un tel échange et aussi de tels projets venant de votre part, c'est vrai que les élèves sont vraiment intéressés et aussi ce besoin de savoir aussi comment créer tout seul, tout simplement tout seul son propre média, comment garder sa ligne éditoriale quand finalement on est dans un métier qui est précaire, qui tend à finalement se vulgariser et à exister qu'au travers des buzz et ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc finalement il y a aussi ce besoin à nouveau d'être rassuré et de voir que le journalisme qu'on aime continue d'exister et qu'il a aussi toutes ses chances et un bel avenir aussi bien sur les réseaux sociaux que dans un livre qu'un podcast. Donc oui, c'est vrai qu'on a une demande aussi de la part de nos étudiants. C'est comment retrouver ce journalisme-là. Est-ce qu'il y a un cas? Mais il faut se dire un truc hyper important. Elle est géniale cette question et on pourrait passer 5 heures à disserter là-dessus. C'est un sujet de thèse qui est indémodable. Non, mais c'est passionnant. Les gens sont très calmes et très responsables. Comme l'a dit voilà, Philippe, globalement, c'est comme ça que je le ressens. Chacun fait ce qu'il a à faire. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais les restaurants vont faire fermer, mais ils sont toujours ouverts pour faire du take
les bancs du SJ pour avoir un diplôme, parce qu'en France, on a besoin d'avoir des diplômes pour justifier de leur commander. Mais j'y suis venue par accident. Ça va être désastreux, la situation économique avec des références qui étaient hyper lourdes, qui étaient Albert Camus. Beaucoup ne s'en sortiront pas, mais on essaye quand même de faire des récits super longs, des choses qui est-ce que vous avez eu des gens qui étaient animés par des idées sans de la part du gouverneur ou même de l'État? Est-ce que vraiment Trump aussi a annoncé ce genre de choses qu'il allait... Et j'ai pas trouvé ça quand je suis arrivée dans mes premières classes. Exactement, oui. Pas du tout même, donc ça a été un choc de culture très fort et quelque part c'est presque contrainte que j'ai décidé mettre en place de des mesures pour soutenir l'économie, faire mes documentaires. Oui, alors Trump a annoncé une enveloppe de donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que j'adore la question que vous avez posée, Mathilde, et on a la force du nombre. Donc si ces idées-là, on est si nombreux à les partager, et on sait déjà que les dégâts sont violents. Il n'y a rien de pire que ça. Les du chômage ont explosé la semaine dernière aux États-Unis. Je pense qu'il vaut mieux tenter des choses et puis se planter, mais surtout rester juste, avoir de la nuance, parce que c'est ce dont on manque cruellement. De toute façon, comme il n'y a pas effectivement faire preuve de discernement, chômage partiel, contre soi. les entrepreneurs se protègent, ils licencient immédiatement. Qui d'ailleurs a réembauché derrière. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de gens qui vont se retrouver en détresse. Il m'a dit voilà, le journalisme, c'est ça. Le journalisme, ils vivent jour à la semaine, et ces gens-là qui essaient d'inventer parfois une forme de morale, mais de se dire que l'autre contre qui je suis peut aussi avoir raison. Et à partir de là, de commencer aussi à construire un raisonnement et de ne pas être dans une immédiateté. Il y a eu cette espèce de différence notoire entre les deux. C'est pour ça que cette période entre le gouverneur de New York, qui a d'un seul coup, on prend le temps de lire des papiers, et le président au pays du confinement. Oui, tous les jours, on a un briefing du président et du gouverneur. Oui, on est sur un chat, voilà, clairement. Les discours sont clairement. Donc, vous voyez, tout ça, ça nous permet aussi parfois ils le font, parfois ils le font moins. Si c'était possible. Bon, si j'arrêtais d'être sur cette autoroute, où finalement je ne me pose pas trop de questions, je m'arrête de temps en temps sur une aire, je pense 3 secondes et hop, je repars. Et de se dire, bah non, le rythme, c'est peut-être moi qui vais le mettre aussi. Et si on est plusieurs à penser ça, encore une fois, on a la force du nombre. On peut y arriver. Est-ce que actuellement vous avez une personnalité ou en tout cas un nouveau sujet sur lequel vous aimeriez bien travailler et pourquoi pas faire confiance à de nouvelles personnes et demander à des étudiants aussi de vous accompagner dans cette aventure? Est-ce que là actuellement vous avez vraiment cette personnalité que vous avez envie d'interroger ou de travailler en tout cas sur un sujet qui vous émoustille davantage parce que c'est le confinement et on a le temps d'y penser? Sont hyper bien expliqués. Mais c'est exactement ce dont on vient de parler, figurez-vous, Mathilde. Ah ben voilà. Il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un essai sur le journalisme, comment réenchanter bien fait et bien expliqué. On savait quand même depuis un certain moment que ça arrivait et on savait que on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec cette histoire de fracture, de défiance journalistique et on a mis quand même un certain temps avant de prendre des mesures radicales. La fermeture des écoles a été très compliquée, très débattue et très polémique à New York. Il y avait des pétitions qui circulaient pour que le maire de New York, Bill de Blasio, ferme les écoles. Ça a été fait vraiment, comment dire, dans la douleur. Ça a été passé, je crois, le 18 mars, dans la douleur, parce que en fait, il y avait une inquiétude pour les enfants qui n'ont pas de quoi manger, qui dépendent de l'école pour manger chaque jour. C'est un exemple d'une mesure qui a été prise quand même assez tard par rapport à d'autres. Et le voir comme pleine campagne le professeur des grands, parce que pour moi, il y a cette corrélation en fait débarque à ce moment-là, ça va changer énormément de choses. Et le journaliste qui doit être là pour on a le sentiment à la société de France, de notre vulgariser hexagone, qu'il y a aussi une bataille exemple l'écologie. C'est ce qui est très triste. Depuis 40 ans, c'est parce que c'est dramatique même. Que c'était un sujet scientifique. C'est vrai que on a encore du mal à trier parce qu'on a toujours du mal avec les couleurs primaires pour certains et parce que ça reste flou. Parce que dans certaines communes, bah non, le jaune c'est pour d'autres choses et le vert c'est pour encore d'autres choses. Et ça peut sembler triste, mais c'est à travers justement des tutos presque humoristiques parfois qu'on se rend compte qu'en fait on est en décalage en permanence avec l'information qui nous est donnée. Il nous faut plus de 24 heures pour comprendre que le 11 mai, par exemple, on sera peut-être pas en déconfinement. Et c'est ce temps-là que c'est pas toutes les écoles qui vont être. Voilà, et que quand on voit certains médias qui après quelques secondes, comme par exemple le Parisien, ont demandé de noter le discours du président, on se rend compte que parfois le journalisme se tend encore et encore dans l'urgence pour avoir absolument quelque chose à donner. Et donc du coup votre projet, vous, ce serait de finalement reprendre le temps dans le journalisme.
Oui, et puis en il y a plus, beaucoup de Mathilde, pour aller médias. dans votre sens, Donc, c'est selon les dangereux. médias que tu regardes, C'est dangereux aussi, parce qu'il y a un évidemment, il moment faut où le donner une journalisme information ne qui est se rend différente. plus compte qu'il est quand même Moi, une je forme lis de beaucoup le New York pouvoir, Times. pouvoir Je trouve que d'influence. ce qui est Les compliqué médias en ce sont moment, devenus c'est qu'on extrêmement est overwhelmed influents pour par tout un tas de l'information. raisons. Là, en ce moment, Quand on fait du même marketing, sur il y a un un truc journal qui comme le New York s'appelle Times, la je trouve que présence c'est à l'esprit difficile marketing. d'arriver à C'est-à-dire trouver que quand on vous l'information assène la un plus message, à un importante moment et donné, la vous plus juste, finissez parce par que finalement, l'intégrer et puis vous avez on des est actions noyé sous de en l'information fonction de ce quotidienne, message, donc vous allez finir par acheter de la même pas lessive quotidienne, minute par que vous minute, trouviez par les complètement naze, derniers mais parce que vous chiffres avez eu 50 de spots, et cas, de ben voilà, morts. psychologiquement, Et il se passe un truc. c'est parfois Eh bien, difficile c'est pareil de quand vous prendre du regardez les recul. chaînes info. C'est qu'en Quand France, il y constamment a vous un voyez un message sujet qui qui fait apparaît en débat, bas, c'est un la liner, vous chloroquine. lisez 50 Et en fois par parallèle jour, de vous ça, on a finissez vu par que votre président, il être était d'accord carrément avec l'idée qu'il y a en emballé. dessous. Et c'est Oui, là où, en alors fait, il y bien a un sûr, on a danger. tous Je prends un entendu les autre exemple. déclarations du J'avais président à ce discuté de ça sujet, avec un les sujet sur gens du lequel il a Nouvel été Observateur contredit en leur rapidement disant par que les quelque autorités part, ils avaient une sanitaires. responsabilité dans la campagne Néanmoins, présidentielle. il est J'avais plus si monté un contredit site que de ça comparaison aujourd'hui. des Et à New programmes à ce York, moment-là aussi, c'est en leur disant, voilà, utilisé quand on pour met l'instant en mode test, des unes de en journaux attendant toutes les d'avoir 2 des semaines résultats avec qui la puissent tête d'un permettre candidat, de tirer des c'est comme conclusions. une campagne La publicitaire. question n'est pas C'est une comme une question de campagne polémique, d'affichage. Donc, on est contrairement en à ce que train je peux d'envoyer lire un en France. message La aux gens question, elle aussi est qui plutôt de regardent. Ça savoir veut est-ce dire qu'on qu'il peut ne faut pas le confirmer faire. que ça Ouais. marche ou C'est-à-dire pas. qu'il faut Mais modérer. Donc, pas est-ce que vous trop voyez du coup le polémique. journalisme Pour nous, c'est pas une actuel question comme un d'histoire. espèce de Voilà. marketing de Est-ce que tu as pu l'information du discuter coup? avec des médecins En comme tout en cas, je France, trouve ils qu'il y se a plus plaignent une du manque de animation matériel, de les masques, l'information les gants, les qu'une lunettes, les blouses, etc. divulgation Est-ce que tu as le qu'un sentiment que c'est un travail peu de la même chose aux l'information, en États-Unis? fait, On qui est donné. a Est-ce que vous chaque trouvez jour logique qu'un justement média le demande gouverneur à qui l'audience fait de un petit noter le point discours sur d'un président? justement les besoins De médicaux, noter, hein. Je ne dis pas de qui donner a des fait Oui, oui, tout venir à fait, oui, oui, tout à fait, oui. de beaucoup de noter. masques. On entend De faire moins un parler de sondage, pénurie de on sait que masques ça en ce prend 3 moment, secondes et sur encore, Internet et je vous te pouvez dis être ça, mais Exactement. sachez que j'en entends tranquille pas parler qu'il à n'en aller a pas. dire, en fait, tout est pourri, La ou alors, grande oh là problématique là, du je l'ai moment, dit, c'est je l'avais les dit. Donc, ventilateurs à New il y a York. quand même Sur les un réseaux truc sociaux, maintenant, très tu as le dangereux. Ça fait un hashtag peu Call for arène, si President, vous voulez. Ça fait un peu Vox qui Populi, est Vox en Dei. train Du coup, alors là, de ICP, devenir on est dans très une très connu. école C'est là où tout je de te même disais mêlant les on bienfaits va de la faire un très grand communication et du communicant. journalisme. Est-ce que vous Le maire de New York, pensez Bill de encore Blasio, que a également fait une déclaration justement sur ce cette union est week-end, disant que bénéfique Pennsylvanie ou en aurait fait plus assez de ventilateurs à actuellement New elle York. n'est pas, on va Donc, il dire, fallait vraiment trouver compatible? des solutions. Il y a eu beaucoup de Si, mais demandes la de frontière, elle est volontariat ténue sur du et c'est personnel vrai que la plupart médical. du temps, on peut être sur On une a forme annoncé de 76 crête. 000 personnes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est encore une fois de la nuance, du discernement et de la responsabilité quand on fait les choses. Se dire que ce n'est pas toujours un jeu et se dire que les actions qu'on peut avoir peuvent avoir des conséquences sur l'opinion publique et sur quelque part une manipulation de cette opinion publique à dessein ou pas, ou par accident. Hein. Regardez la prolifération des fake news. Je veux dire, c'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité que les fake news existent. Ça a toujours existé, les rumeurs, les choses comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance qui est ultra puissante et qui en plus qui est très maîtrisée par des groupuscules extrémistes d'un côté comme de l'autre, ou de bien-pensance ou de mauvaise pensée, entre guillemets, mais en tout cas qui est maîtrisé par ces gens-là. Donc il y a un moment où nous, journalistes, on a un devoir moral, je pense. On n'a pas que des droits, il n'y a pas que la liberté de la presse, on a aussi un devoir moral vis-à-vis des gens à qui on s'adresse, d'être toujours en responsabilité par rapport à l'information qu'on donne. Et c'est comme ça que le lien, il se créera de confiance et être surtout sincère. Et quand on fait des conneries, et ben de l'assumer et de le dire. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière où justement vous vous êtes dit, bah, oups, j'ai fait une bêtise et comment je vais me reprendre? Est-ce que, voilà, je pense que ça arrive bien sûr à tout le monde et c'est normal parce qu'on est humain, mais est-ce que du coup, vous, il y a eu une réelle répercussion et vous avez remis en question votre approche, votre vision dans la chose? Alors souvent, c'est les enfants qui nous remettent en question. Non, mais si, j'en ai fait forcément, bien sûr, j'en ai fait plein. Moi, j'ai juste un souvenir quand j'ai démarré au maternel sur France 5, donc c'était en 2012-2013, et j'étais celle qui devait être aussi en prise directe avec les réseaux sociaux, et vous avez sur la maternité des franges de population qui sont soit très nature, allaitement, anti-vaccin, etc., soit au contraire qui ont besoin d'être un peu plus sécurisés. Et c'est vrai que dans une chronique, j'ai manqué de nuances. Et ça a pu choquer une certaine partie de la population et je me suis pris un tollé, limite si j'avais pas du goudron et des plumes à la sortie. Et ça a été un choc. Et le pire, c'est que ça a été un choc pour mes enfants parce que mes enfants m'ont vu très contrariée, très choquée et très triste, quoi, très atteinte en fait. Et puis je me suis dit, ok, on peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire. Ça veut dire que quand on dit les choses, il faut savoir pourquoi on les dit, être convaincu de ce qu'on dit et assumer pleinement son discours. Moi, j'étais un entre-deux, quoi. J'avais un côté, je veux faire du divertissement, en même temps, je veux informer. J'avais pas choisi mon camp. J'étais pas alignée, si vous voulez.
Donc, à un moment donné, quand on est aligné, eh ben, on assume tout, même quelque part de prendre, d'être l'objet d'un tollé. Le fait d'avoir participé justement à cette émission Les Maternelles, est-ce que vous avez aussi cette crainte avant d'y aller qu'on vous enferme dans cette case de la journaliste maman qui parle du sujet de maman pour les mamans? Parce que c'est vrai que c'est difficile d'un coup quand on a le rôle de journaliste et aussi de maman, que finalement la société nous impose de devoir porter cette petite étiquette en permanence parce que c'est à la mode et parce qu'il faut le vendre. Est-ce que du coup ça a été une petite crainte avant de commencer l'émission? Non, parce qu'au démarrage, vous savez, moi, je suis arrivée par On est tellement bien. On est bien. En plus, regardez, elle s'est habillée un petit peu comme vous. Elle Moi, je suis votre cousine, Casimir. C'est la cousine à Casimir. Elle n'est pas bodybuildée, mais c'est bon du cerveau. Mais un gros cerveau. Il y a beaucoup de femmes qui font aussi ça et qui font ce qu'on appelle des bikinis. Elles sont juste bien gaulées et vous pourriez vous présenter. Vous les carrière, ça. Très bien. C'est qui a compris que j'avais envie d'aller sur un terrain plus sociétal et justement d'être moins dans le quotidien des mères de famille classiques. En plus, mes enfants grandissent seuls, éloignés de ce premier âge. Et moi, j'avais envie de parler d'éducation, de féminisme, de belles initiatives, de handicap, qui sont toujours des sujets dont je parle aujourd'hui, et d'écologie, des sujets un peu de vertu, comment finalement, quand on est au berceau de la vie, quoi, avec l'éducation. Mais ça va pas du tout aller. Moi, je fais un truc un peu tendance, un peu moderne. Ah, bonjour. Je cherche une poussette qui pourrait aller avec mes chaussures. Parce que là, il y a vraiment rien qui va, quoi. C'est vrai? Partez avec vos chaussures. Ah mais ouais, mais c'est incroyable. Voilà, moi je suis joie, je suis vraiment contente. Mais là je suis particulièrement joie, j'ai envie de dire. Mais du coup, est-ce que vous avez vu entre guillemets en termes de femmes le rôle de journaliste être mieux accepté sur les plateaux? C'est-à-dire que souvent on avait tendance à demander à la femme d'avoir une tenue un peu plus sexy, plus moulante. Est-ce que on est en train de changer, d'évoluer et finalement de prendre la personne réellement pour ses compétences, exactement comme une autre personne? Est-ce que vous sentez cette évolution ou elle est encore trop lente parce qu'on aime trop ça encore en France d'avoir cette femme qui présente la météo, qui ressemble à un mannequin et qui finalement n'a pas fait des études de météorologie. Donc voilà, est-ce que en tant que voilà, c'est aussi une crainte de la part aussi peut-être d'autres étudiants de dire j'ai envie d'être journaliste, là quel prix en tant que femme? Est-ce qu'on va demander d'être maman ou est-ce qu'on va demander d'être aussi journaliste? Est-ce que je peux être les deux et comment c'est faisable finalement? Tristesse. Mais ça, les journalistes, nous sommes à l'aéroport de Paris-Orly. Nous sommes là parce qu'il y a un nouvel espace de change pour les bébés. Ce n'est plus réservé qu'aux mères, mais aussi aux pères. Je me demande si ça fait venir les papas, tout ça. On va aller vérifier. Quant à vous, Elsa, eh ben, c'est pas des dizaines de bougies, mais la première bougie que vous C'est avez ma première bougie, partie. Bonne vanne, Elsa Grangier. C'est grand album des maternelles, justement, qui s'ouvre sous Allez-y. Et voilà, et la Didi, mais le maquillage cool, et ça, c'est moche. Donc c'est aussi un truc à retenir. Mais il n'y a pas que les Américains. Il n'y a pas que les Américains. Bah bien, c'est nous aussi, on fait les bons trucs. Oui, mais peut-être moins spectaculaire. Bonne ou mauvaise idée. Puisqu'on va à Lyon, on va à l'aquarium de Lyon. Et ben voilà, on se fait prendre. Vous aviez envie de dire cette phrase, Elsa? Non, pas du tout. Surprendre, je voulais dire. C'était écrit surprendre. C'est impressionnant, oui. Ah, mais allez-y. Je me régale. Et ça, pardon. Et ça donne confiance. Voilà. La fameuse histoire de Samson. Moi, je vous dis honnêtement, je suis désespérée. Non, mais du coup, vous avez des cheveux depuis X temps en cours pour préserver votre image. En colère, mais du coup, c'est votre film et puis la quatrième de couve de Cosmopolitan. Du coup, j'ai une question qui est de Gabriel, qui dit il y a quelques minutes tout de même, donc je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour la poser. Gabriel qui dit bonjour, qu'entendez-vous par bien annotation, vous savez, comme dans les contrats d'assurance. En tout petit. Alors, cette question, je pense qu'elle date depuis notre sujet, sûrement du journalisme citoyen, et aussi peut-être engagé. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Gabriel ou on peut le pauvre? Vous êtes d'accord qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir quel code TVA on les achète et puis bip, ça passe comme ça dans les magasins et puis on en discutait dans les loges et tout le monde dit mais c'est vrai, mais c'est un scandale, mais nous sommes toutes des moutons à accepter ça, c'est pas bien rembourser tout, etc. Éloge d'une jeunesse, qui vient tout juste de sortir du bracelet et qui vous explique
Je comprends pas. On est bien, pourtant, là, à la fraîche, décontracté du périnée. Un accouchement en pleine nature, c'est génial. Pas vrai, les copines? Vous, ça fait longtemps que vous accouchez en pleine nature, ça pose des problèmes à personne. Toute une éducation à refaire. Et qui, du coup, peut être aussi une forme de censure parfois, et qui nous empêche d'aller. C'était magique, merci Elsa Grangier. De concept, de peur d'être mal perçu par l'entourage. Donc c'est intéressant, lisez cet ouvrage de Caroline Fourest, il vous éclairera là-dessus, si je pense que moi je ne l'ai pas fait ce matin. Tac. Du coup, voilà, on a malheureusement des gros soucis de connexion et de réseau. Du coup, on a malheureusement peu de questions. Et pour finir, bien entendu, parce qu'on est des petits fouineurs à l'ICP, est-ce qu'en ce moment vous avez une série, mais oui, exactement, une série à nous proposer ou à nous vendre, ou celle qui vous fait tenir éveillé toute la nuit durant ce confinement? Alors, je regarde pas de série, j'essaie de lire. Et c'est difficile. J'ai pas pu lire un roman, j'ai lu que des essais, notamment celui de Caroline Fourest. Merci beaucoup, Samy. Quelle réactivité. Il est exceptionnel, Samy. Génération enfantée. Il est exceptionnel. En revanche, alors ça va paraître un peu has-been, je pense, pour nos étudiants qui écoutent. Mais moi, je suis une fan de Peaky Blinders. Mais alors, vous n'êtes pas has-been parce qu'on a des fans. Bon. Et vous savez pourquoi j'aime cette série? Parce qu'elle est toute en nuances, justement. Elle est toute en nuances sur chacun des personnages. Il n'y a jamais de bien, de mal. C'est absolument pas manichéen. Il y a plein de fans, Gabriel. Je suis contente. et moi, voilà, je trouve que Tommy Shelby, il incarne bien la nature humaine dans ses... c'est une belle nature humaine, effectivement. Oui, mais voyez, dans ces zones d'ombre, il est parti faire la guerre 14-18, alors que c'était entre guillemets pas forcément la sienne. Il revient complètement trauma. Il a un côté Al Capone qui grimpe comme ça de façon hallucinante, avec avec ses failles, ses zones d'ombre, comme tous les êtres humains en fait. On est tous comme ça. On n'est pas monolithique, quoi. On n'est pas bien pensant. Alors, on a une question de Meillet qui est sûrement, donc c'est Manon, qui, du coup, en vous entendant, nous pose cette question. Bonjour, je voudrais savoir quel regard portez-vous sur Greta. Alors, je pense que c'est par rapport au début de la vidéo parce qu'on a pas mal de retard en termes de retransmission. Du coup, voilà, quel regard portez-vous sur cette jeune femme à bord de son bateau en train de parcourir le monde? Moi, j'ai un énorme merci à adresser à Greta Thunberg parce que sans Greta Thunberg, jamais l'initiative du lobby de Poissy serait allée aussi loin. Donc, je la remercie parce qu'elle a été un porte-voix fantastique pour justement cette jeunesse qui avait envie de s'engager. Voilà. Après, la façon d'avancer de Greta me pose parfois des problèmes parce qu'en fait, elle est tellement critiquée qu'elle en vient à influencer le traitement médiatique que peuvent avoir les journalistes sur d'autres initiatives étudiantes. Donc voilà, ça m'angoisse terriblement. Et ce qui m'angoisse aussi, pour revenir à des discours marketing, c'est vrai qu'à force d'entendre toujours la même chose, comme je le disais tout à l'heure quand je parlais, vous savez, des couvertures de magazines avec à l'effigie des candidats à l'élection présidentielle, donc il y a une pression médiatique et une puissance de message médiatique, c'est qu'au bout d'un moment, à force de l'entendre aller, ça banalise aussi. Ça banalise considérablement le discours et c'est ça qui m'ennuie. Et je retiens ce qu'a dit Aurélien Barraud. Je ne sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien avec des cheveux très longs, qui a un discours assez détrempé aussi. Malheureusement, non. J'ai que Raoult dans les souvenirs du... Il est plus jeune Aurélien Barraud, mais il a écrit des bouquins fantastiques et il est très intéressant à écouter. Et il a dit un truc très juste une fois sur le plateau de Quotidien. Il a dit à un moment donné, il faut qu'on change aussi d'incarnation. Parce qu'il y a un côté petite musique d'ascenseur, voyez, oui. On entend toujours la même chose et ça fait pas progresser. Voilà, merci beaucoup Samy. Et ça fait pas progresser en fait les idées et la cause et ça les banalise terriblement. Et il faut être capable d'avoir un pluralisme aussi et de montrer que si ce destin il est collectif, il doit aussi être incarné collectivement. Alors on a une autre question de Gaëlle qui nous dit, vous dites dans votre tête que la vérité est exigeante mais reconnaissante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, moi, ça a été un long chemin et ça l'est toujours. Hein. Ça, c'est Camus qui dit que la vérité et la liberté sont des maîtresses exigeantes parce qu'elles n'ont que peu d'amants. Sous-entendant que c'est extrêmement dur d'être libre et évidemment d'être dans la vérité, ça l'est encore plus. Elle est reconnaissante parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sincère et dans une quête de vérité, même si, encore une fois, ça pourrait être... très ambigu parce que la vérité, chacun la voit comme il la On est comme sur l'objectivité, le souci de l'objectivité dans le journalisme. Exactement. Moi, je me suis aperçue que plus j'étais sincère et en tout cas dans ce que je sentais être vrai dans mes initiatives,
plus j'étais accompagnée par le public et plus je faisais des rencontres qui m'entraînaient vers d'autres rencontres qui me permettaient d'enchaîner sur mes projets. Donc c'est en ce sens-là que je dis qu'elle est reconnaissante. C'est comme si l'ouverture était plus forte quand vous êtes dans un alignement sur votre propre quête de la vérité, de ce qui vous correspond à vous, hein, tout simplement, quoi. Hop, du coup, j'essaie de voir avec, bien sûr, les autres collègues si la connexion est toujours là. Hop. Et il y a une question de Célia, sinon, qui demande ce que je pense du traitement médiatique du coronavirus. Oui. Je ne sais pas si Célia est encore là. Tac, tac, tac. Alors, le traitement médiatique, on a été dans une tourmente incroyable, quoi. Donc, j'ai surtout vu le traitement médiatique sur ce que ça a généré sur mes enfants, une forme d'angoisse aussi et un côté monosujet, mais obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est presque la première fois d'un point de vue contemporain qu'on vit un sujet qui est commun au monde entier d'un point de vue média. Donc c'est hyper intéressant aussi de se poser la question comment c'est traité ailleurs. Après, ce qui me gêne, je vais reprendre puisque vous parliez du professeur Raoult qui a été quand même le sujet dont on a beaucoup parlé, la chloroquine ou les masques, les choses comme ça. Ce qui est intéressant en France, c'est que quand on est en Coupe du Monde de foot, on a 66 millions de sélectionneurs. Et quand on est en recherche aussi grave que celle sur la chloroquine, pour savoir si ça peut être un traitement significatif, on a aussi 66 millions de chercheurs. Donc c'est vrai que parfois, j'ai trouvé que le traitement médiatique, encore une fois, influençait à dessein ou pas l'opinion publique sur une chose plus que l'autre, puisque quelque part, c'est ce battage médiatique qui fait qu'à un moment donné, le président Macron peut-être est descendu à Marseille rencontrer le professeur Raoult, voyez. Oui, en sachant que 4 autres remèdes étaient aussi sur la piste et qu'on n'a pas du tout accordé de voix ni d'importance sur ces autres remèdes. On a préféré se pencher sur une personne qui a aussi un parcours excellent, mais un physique, on va dire, atypique, et on a préféré, encore une fois, se pencher sur l'image et moins sur ce qui était présenté. On a aussi... Tu devrais se couper les cheveux, peut-être. Ce sera un petit message à lui envoyer. On dirait que ça marche bien à la télé. C'était pour faire référence à ma coupe de cheveux à moi où je me suis coupé les cheveux. Et on a vu que ça avait très bien marché. Du coup, ça répond peut-être à la question de Pierre-Louis qui nous dit qu'en tant qu'aspirant journaliste, votre parcours interpelle car vous avez très vite fait de la télé. Quel est votre secret, à part les cheveux, bien sûr? Je pense que c'est... Ah là là, ça c'est une super question, mais je ne sais même pas si je suis capable de répondre à ça. Je crois que c'est une conjonction d'attentes. C'est-à-dire que les personnes qui étaient en régie au moment où j'étais en plateau ont trouvé que je correspondais à certainement une recherche qu'ils avaient en tête. Et vous êtes aussi à l'aise à l'écran, n'est-ce pas aussi une facilité naturelle chez vous de passer, d'être à l'aise, de pouvoir converser en public Oui, alors après, je ne vais pas vous dire un truc tarte à la crème comme j'aime les gens. Il y en a qui aiment leur banque, moi j'aime les gens. Mais, certains aiment les deux aussi. Oui, moi ma banque m'aime moins. Je pense que les gens m'aiment. Oui, en ce moment, c'est très difficile. Oui, non, mais je crois que c'est... En fait, moi, je suis hyper bavarde, ça se voit. J'adore poser des questions, j'adore comprendre, j'adore chercher. Et puis, je pense que... comme je n'étais pas un animal de télé, et je pense que je ne le suis toujours pas en fait, ça a plu à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait une volonté de renouveler aussi un peu les gens. C'est quoi, Elsa? C'est un don ou c'est une chance? C'est de la chance aussi? Non, si elle a de chance, il faut le professionnel, disent les Anglais. Tu as raison. Ouais, exactement. Je pense que tu as raison, Philippe. C'est pas vraiment une chance en fait. C'est de là à dire que c'est un don, je crois pas, mais c'est presque une... Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. C'est être naturellement en vous, en fait, tout simplement. C'est de l'éducation aussi. Je pense que ça vient d'une famille. On est quand même tous comme ça. Ma sœur est prof depuis 30 ans et en fait, elle réussit à captiver ses étudiants. Elle est prof de physique-chimie parce que voilà, il y a un côté où je pense qu'on aime aussi échanger, quoi, et vivre. Alors, on a aussi une autre question de Manon Meillet, qui nous dit justement, en parlant d'Aurélien Barraud, il parlait sur le plateau de Clic de se mettre en colère pour l'environnement et que les citoyens passeront nécessairement par la violence face à l'écologie. Qu'en pensez-vous? Notre transition serait-elle nécessairement violente pour être efficace? Moi, je ne crois pas à ça. Enfin, je crois pas. Je veux pas commencer à croire. Donc, on peut dire à Manon de ranger ses armes. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question, hein, parce que je suis plutôt partisane de la désobéissance civile, mais on sait très bien que dans la désobéissance civile de Thoreau, il n'y a pas de violence. Maintenant, je comprends aussi l'agacement
de se dire finalement ça ne sert à rien, il faut commencer à prendre les armes pour qu'on nous entende. Moi j'ai été très frappée, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Extinction Fort Rébellion quand ils ont envahi la place du Châtelet, et j'étais très frappée parce que ce jour-là je suis allée voir Les Justes de Camus qui était mise en scène par Abdelmalek. Donc il y avait une forme de faille spatio-temporelle, ce texte qui date de, je crois, 47 ou 50. En plus, c'est une pièce qui est quand même grandiloquente, un peu lourde, et qui était mise en scène sublimement par Abdelmalek, justement avec des acteurs issus de la diversité française. Et c'était vachement chouette. Ils ont rapporté pas mal de prix, d'ailleurs. Et normal, enfin, moi je trouve ça logique. En plus, j'ai jamais vu autant de jeunes au théâtre du Châtelet. Enfin, c'était hallucinant. Il a réussi. Puis Camus, c'est pas simple quand même, c'est pas accessible. Et en même temps, il y avait une forme de lutter pour une cause avec ce concept philosophique de base qui est est-ce que pour faire passer des idées, il faut forcément être violent, qui est le thème même de la pièce des Justes. Et quand je suis sortie, je me suis retrouvée avec cette place du Châtelet complètement envahie par Extinction Rébellion avec des bottes de paille, etc. Et qui était hyper cool, hyper calme. Et pourtant, j'avais mis 2 heures à accéder à la place du Châtelet parce que Paris était bouché. Excellent. Mais j'avais pas râlé parce que je me suis dit, mais s'il faut en passer par là, s'il faut que ça me gêne dans mon quotidien pour que les gens se rendent compte aussi qu'il faut véritablement se mobiliser là-dessus, et ben d'accord. Mais en revanche, la violence, moi, ça me gêne. Ça me gêne énormément parce que c'est pas un truc qui est naturel chez moi. Ça l'est pour d'autres. La colère est naturelle. La colère, elle est très naturelle chez moi, mais pas la violence. On a une autre question de Pierre-Louis qui nous dit « Dans quelles conditions avez-vous pu rencontrer le légendaire Jean Daniel ?» On peut faire un roulement de tambour. Non, mais en plus, ça me touche, ça m'émeut beaucoup, cette question. Alors Philippe, on va avoir la même réponse que tout à l'heure pour l'histoire de la chance ou pas. Je vous ai expliqué tout à l'heure, comme quoi vous voyez que je mens pas, que je travaillais il y a 2 ans sur la réinvention du journalisme et le réenchantement de ses pratiques parce que ça me rendait malade de voir qu'il y avait une telle tension entre les citoyens et les journalistes, et je me suis dit la meilleure façon de savoir comment réinventer, c'est d'aller interroger les grandes signatures. Les grandes signatures de ce métier. Et moi, j'étais archi fan des éditos de Jean Daniel dans l'Obs. Puis je viens d'une culture où l'Obs, c'était vraiment, on l'avait toutes les semaines sur la table du salon. Donc c'est vraiment dans mon inconscient à moi. Et donc, j'ai écrit tout simplement, aussi bête que cela puisse paraître, à Jean Daniel, où j'ai réussi à avoir son 06. Oui, donc ça, évidemment, c'est par jeu de réseau qu'on réussit à avoir le 06 de Jean Daniel. Et en fait, il m'a répondu et il m'a donné une date. Il m'a donné une date et j'ai eu la chance de l'interroger pendant 1 heure chez lui, sur Albert Camus, qui est une de mes idoles intersidérales. Donc j'ai eu cet accès voilà, et je venais de m'acheter, pour la petite histoire, un Zoom H6 pour faire des podcasts. J'avais la velléité de faire des podcasts et je me souviens que j'étais comme une neuneu là, avec mon Zoom H6 à pas savoir le faire. On a tous connu cette situation de stress intense avec notre Zoom. Heureusement, j'avais configuré la carte avant, sinon j'aurais été... Et donc, au début de l'entretien, je lui demande s'il souhaite que j'enregistre. Il me dit « Non, mais attendez, qui êtes-vous exactement ?» Parce qu'il ne s'était pas du tout renseigné sur moi, donc il savait ce que je venais faire, mais bon. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on a pu avoir ce rapport et j'ai enregistré le dernier quart d'heure. Et j'ai ça. Et très longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Puis le lobby de Poissy m'a rattrapée et je n'ai pas pu écrire cet essai sur le journalisme. Si certains d'entre vous veulent le faire avec moi ou faire autre chose, venez, moi je vous accueille à bras ouverts. Et puis, juste avant d'envoyer les exemplaires de mon bouquin vous savez, en service presse, là, donc il y avait une centaine de bouquins à faire parvenir, j'avais fait une liste et je l'avais mis dans la liste. Je me dis, tiens, comme ça, il va comprendre pourquoi je ne suis jamais revenue vers lui avec le livre sur le journalisme, parce que j'ai été accaparée par ce projet. Donc, vous avez cette crainte, vous avez peur de son regard, en fait, de le décevoir. Oui. Du coup. Ouais. Et vous savez ce qui est terrible dans l'histoire ? Ce qui est terrible, c'est que donc, je l'avais mis dans la liste, et le lendemain, j'allume la radio et j'apprends son décès. Et là, j'ai été foudroyée, vraiment foudroyée, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne, t'as rien fait de cet entretien qui était d'une puissance incroyable. Vous avez parlé de morale, vous avez parlé de Camus, vous avez parlé de réinvention des pratiques, de techniques journalistiques, avec des phrases que tous les étudiants en journalisme devraient entendre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? J'ai tourné dans mon appartement. Et puis, j'ai fini par appeler quelqu'un de l'Obs. J'ai dit, voilà, j'ai un entretien qui a eu lieu il y a 1 an, jour pour jour. Je suis paniquée. J'avais déjà écrit un papier, j'en ai rien fait. Je vous le donne, prenez-le. Ah oui.
Et j'ai même une version enregistrée d'1 quart d'heure avec lui. Vous êtes senti dépassé par du coup l'événement? Ben oui, puis je me suis dit, mais il faut jamais attendre en fait, quoi. Il faut faire les choses sur le moment, même si c'est pas fait comme vous auriez voulu, parce qu'il n'y a pas de perfectionnisme absolu. Il faut faire les choses. Et puis c'est une leçon, ça, vraiment, c'est une leçon même que pour moi et que je m'applique maintenant, mais que j'essaie de vous transmettre aussi. Eh bien, ils ont publié le papier dans l'Obs et en fait, une de ses proches collaboratrices a été extrêmement émue par le papier et elle m'a dit je vous remercie infiniment d'avoir passé, parce qu'on n'a même pas pris le temps, nous, pensant qu'il était éternel, de l'interroger sur le journalisme d'aujourd'hui et sur quelle était sa vision du métier. Incroyable. Donc voilà, enfin, voilà comment j'ai eu la chance de le rencontrer. Bah, du coup, c'est vraiment une anecdote à retenir. Et puis finalement, vous avez réussi à rendre presque éternel ce moment entre lui et vous grâce à ça. Ah, pour moi, oui. Et puis pour moi, il est fondateur il est fondateur de plein de choses. D'ailleurs, j'invite, on va faire encore une petite chronique littéraire. Ça laisse le temps peut-être à Samy de trouver l'ouvrage. Moi, je vous conseille de lire un bouquin extraordinaire de Jean Daniel qui est sur Camus, Résister à l'ère du temps avec Camus. Ça s'appelle Résister à l'ère du temps avec Camus de Jean Daniel. Lisez ce livre, ça vous apprendra beaucoup de choses sur le journalisme et sur justement la question qui était initiale, Mathilde, qui était comment on réinvente ces pratiques-là. Il y a énormément de recettes dans ce livre. On a une question aussi de Gaëlle qui nous demande quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent se lancer dans la production? Des sous. Oui, c'est vrai que c'est pour bien commencer, c'est la base, les sous. Mais quand la banque n'est actuellement pas disponible, les idées, on a tous des idées, mais justement, comment faire en sorte qu'elles prennent vie? Comment vous êtes lancé? Alors déjà, faut pas se lancer dans la production tout seul. Ça, c'est la première chose, première clé. Il faut se lancer dans la production en association, pas forcément dans le cadre de sa boîte de production, mais quand on va produire un documentaire, un film ou une émission de télé, le faire avec une boîte qui a les reins déjà solides et surtout qui a un réseau auprès des diffuseurs qui est important. Donc c'est comme ça qu'on commence aussi à faire ses classes. Puis il y a un côté être adoubé par une forme de famille, puis il y a un côté transmission aussi. Ça, c'est la première des clés. La deuxième, je dirais qu'il faut évidemment bien connaître les sources de financement, parce que le métier de producteur, c'est avant tout un métier de recherche d'argent, avant même d'avoir une idée. Parce que se lancer dans la production, c'est pas j'ai une idée de film, ça c'est être réalisateur. Auteur, c'est d'autres métiers qui sont indispensables pour la production, mais qui ne sont pas ceux des cordons de la bourse. Donc voilà, ça je dirais ça. Après moi, le problème, c'est que je suis tellement pas représentative de la production audiovisuelle française, déjà, parce que je suis pas une productrice qui a fait 50 trucs. Moi, je suis en train de produire mon 2e documentaire, donc c'est quand même assez récent. Après, c'est vrai que sur le lobby de Poissy, encore une fois, c'est sorti très vite, quoi. J'ai eu l'idée, paf, et ça a été pas très vite, tout est relatif, mais je veux dire, mon premier film a été diffusé sur France Télé, donc c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. Pardon, vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est justement Gaëlle, du coup, voulait surenchérir entre guillemets avec votre site qu'elle est actuellement en train de regarder. Est-ce qu'il serait possible d'en parler justement aux autres étudiants? C'est votre site. Comment vous le gérez et comment actuellement vous avez choisi cette ligne éditoriale? Pourquoi et est-ce qu'elle est actuelle? C'est la question de Gaëlle qui nous parle de votre site actuellement. Mon site elsagranger.com. Alors là, du coup, j'attends que Gaëlle me réponde. Je compare les candidats. Toutes mes excuses, Gaëlle. Super. Non, pas. Alors, comment ça s'est fait? C'est ça que Gaëlle veut savoir? Oui. Elle veut connaître l'histoire du site? Ok. Toujours pareil, en fait. À l'époque, je crois que j'étais chez Stéphane Bern, où je faisais des sujets sur une émission qui s'appelait Visite privée, et les élections présidentielles allaient se pointer. Et puis, moi, j'ai reçu mon diplôme de l'ESJ le jour de l'investiture de Donald Trump, ou le lendemain. Donc, c'était déjà un signe assez fort où je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose politiquement. Quand le destin vous pousse. Voilà. Et en fait, nos élections arrivaient 6-8 mois après, c'est novembre et mai. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un truc, là, on va avoir 14 candidats.
Et on dit toujours qu'on va voter que pour 2 personnes, mais il faut qu'on puisse expliquer les programmes, quoi, tout simplement. Et donc, je me suis lancée dans cette folle aventure en me disant, je veux créer un site. Comme moi, j'ai fait 10 ans de marketing et principalement digital. Le digital, c'est mon métier de base, en fait, aujourd'hui. J'ai toujours travaillé en marketing digital dans toutes les boîtes que j'ai fréquentées avant d'être journaliste. Donc, j'avais naturellement cette envie de créer un site sur lequel les gens pourraient venir comparer les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Mais je ne voulais pas le faire toute seule parce que vous imaginez bien, Gaëlle, que c'est un travail fastidieux de lire tous ces programmes, parce qu'il y en a qui font 2 pages, mais certains font 54 pages, avec des termes plus ou moins abscons pour certains. Donc, j'avais envie d'y associer des étudiants. Et puis, en fait, comme mon gros problème, mon gros défaut, c'est que j'ai des idées, mais que je veux qu'elles arrivent tout de suite en place. Je ne mets pas 1 an avant de les avoir en tête. Eh bien, j'étais un peu en retard par rapport au temps scolaire des étudiants. Je suis arrivée en cours de programme, ce qui fait que les écoles de journalisme auxquelles je me suis adressée ne pouvaient pas en fait faire rentrer ce projet dans le cursus de leurs étudiants. Donc après, je me suis dit, bon, je vais aller voir des médias parce que ça peut intéresser des médias de créer ce site. Et en fait, j'ai eu les réponses que je raconte dans le TEDx d'ailleurs, de gens hyper capés dans certains médias qui m'ont dit, mais attends, tu vas lire tous les programmes, mais aucun intérêt. Nous, on va lire Macron et Le Pen et ça suffira, quoi. Et là, ça a été un peu un choc pour moi parce que j'avais l'impression que notre vocation de journaliste, elle était justement d'être les professeurs des adultes, donc de décrypter l'intégralité des programmes. Donc, j'ai appelé une agence avec laquelle j'avais travaillé dans mon précédent site internet et je leur ai dit, voilà, si on veut changer le monde, si on veut vraiment être en responsabilité, on a le devoir de créer un site qui soit sans publicité, bénévole, sans aucune notion d'enregistrement de données personnelles, mais juste laisser la possibilité aux gens de comparer tous les programmes. Et comment financièrement vous gérez un site sans publicité? Excusez-moi du coup, parce que c'est vrai que c'est la grande question. Vous ne le gérez pas? Il n'y a pas de gestion. Mais vous avez créé une équipe avec un algorithme pour pouvoir comparer les différents programmes. Du coup, comment vous êtes venu à garder un petit filon économique tout de même après cette création? Rien. Du coup, c'est du pur bénévolat. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que l'agence avec laquelle j'ai travaillé, qui avait fait mon site internet avidemaman.com de mon ancienne vie d'entrepreneur, quand je les ai mis un peu pas au pied du mur, mais j'ai dit, bon, faut vraiment, on a une responsabilité citoyenne, en fait. Donc, faites-moi une boîte très simple, la plus simple du monde. Moi, je vais la designer, je vais vous dire exactement ce que je veux. Et le reste, après, c'est moi qui m'en occupe. Donc, toute la partie back-office, c'est moi qui est tout entré, qui est tout intégré, qui est tout créé, si vous voulez. Ensuite, eux, ils m'ont livré, ils ont eu une semaine, enfin, même pas une semaine de développement. Et après, voilà, c'est moi qui me suis fallé de classer ce qui était fiscalité quand d'autres parlaient d'impôts, ce qui était consommation quand d'autres parlaient de croissance, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment comparer ce qui était comparable. Il est tellement maintenant aujourd'hui. Sans but. C'est vraiment assez incroyable dans le sens où c'est très pratique parce que c'est vrai que finalement on n'a pas le temps et on comprend pas forcément. Ça vous a pris aussi beaucoup de temps et savoir que c'est gratuit parce que vous l'avez fait juste pour que des personnes puissent comprendre et savoir pour qui voter, c'est triste à dire, mais c'est trop unique actuellement. Et donc du coup, non mais c'est vrai que c'est presque idéaliste, mais est-ce que du coup vous avez d'autres collègues journalistes qui après votre site ont eu envie de faire aussi d'autres projets en tant que bénévole, ou vous vous sentez encore trop seul dans cette sphère justement du bénévolat, à vouloir passer l'information finalement avant les sous? Non, mais ça, il faudrait presque que j'en parle à ma psy. C'est vrai que c'est un problème basique. Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un besoin avant tout de vouloir à tout prix transmettre et que tout le monde ait soit dans ce pied d'égalité, en fait, de comprendre la même information et pour avoir les mêmes clés dans cet apprentissage. Oui, et vous savez, en fait, la rançon de cette histoire, c'est qu'il y a eu 600 000 comparaisons de programmes qui ont été faites en 3 semaines, simplement parce que j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça prouve aussi qu'il y avait une envie de la part des citoyens, et je les ai embarqués avec moi, c'est-à-dire que je les tenais au courant régulièrement d'où j'en étais, quand je me tapais tous les bouquins, toutes les bios des candidats pour essayer de comprendre, etc. Et je disais, voilà, j'en ai marre, je suis à tel bouquin, tel machin. Et donc, ça aussi, c'est pour vous dire qu'on peut relier citoyens et information, puisque s'il y a eu autant d'audience, c'est que ça a marché. L'autre chose aussi, c'est est-ce que je me sens seule ou pas?
Oui, bien sûr que je me sens seule parfois sur ce terrain-là, sauf qu'en fait, toutes ces expériences-là, elles m'ont construite. Et quand vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop dur d'être estampillée journaliste maman et quand on fait les maternelles, vous voyez, quand je compare les programmes, les gens ont oublié que j'ai fait les maternelles. Oui. Donc, parce que ça m'a permis d'aller sur les plateaux d'LCI débattre avec tous les politologues qui ont leur rond de serviette sur ces plateaux-là et qui, pour le coup, n'avaient jamais lu un programme d'un des candidats qui était présenté. J'étais la seule référente parce que je les connaissais, ces programmes. Donc, c'était même parfois cocasse parce que je me dis finalement, je peux parler aussi bien de la fracture du périnée que de la fracture sociale, quoi. Donc, c'était presque drôle d'être confrontée à ça. Après, je pense que non. Heureusement, aujourd'hui, avec le temps qui passe, je commence à pas financiariser mes initiatives, mais en tout cas les rendre rentables. Oui. Parce que l'argent que ma société de production engrange me sert surtout à produire d'autres choses. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cet argent ne me permet pas d'avoir 5 yachts. D'ailleurs, c'est pas du tout le rêve de ma vie. Mais ça ne me permet pas de m'enrichir à titre personnel, mais ça me permet de réinvestir et de donner aussi sa chance à, pourquoi pas, un des étudiants qui nous écoute aujourd'hui et qui va se dire « Ah, mais j'ai une super idée de documentaire, ça fait 6 mois que j'enquête, tiens, je vais lui envoyer mon dossier. » Et je pense que ma force, elle est que je réussis, en tout cas sur des projets auxquels je crois, à convaincre les gens de me suivre. Elsa, qu'est-ce que tu as appris ton métier d'avant, du numérique, du marketing, quand tu gagnais du pognon? Je vais te dire un truc, Philippe, ce que ça m'a appris, c'est que ça ne me rendait pas heureuse. Voilà, très bien, merci. On a une question aussi de Pierre-Louis qui nous demande, à force de lutter sur plusieurs fronts, n'avez-vous pas peur de devenir inaudible? En gros, de sembler partout, mais d'être nulle part. Quelle belle question, Pierre-Louis. Pierre-Louis, je vais l'emmener avec moi chez mon psy. Pierre-Louis, est-ce que vous avez l'impression que je suis inaudible depuis le temps qu'on parle ensemble? Alors, il est connecté, on attend sa réponse. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut lui demander. Est-ce que ce que je... voilà. On va dire le contraire, voilà. Donc, je pense que non, ce qu'il faut, c'est avoir une colonne vertébrale d'engagement. Moi, je suis dans un engagement de société. Donc, après, j'essaye Ce qui est difficile, c'est que finalement, on me sollicite aussi beaucoup pour d'autres choses. Je travaille beaucoup sur la thématique du handicap. Là, je bosse avec une association qui s'appelle Tous Mobilisés et qui fait appel à moi parce que le confinement, quand on a des enfants en situation de handicap, je ne vous cache pas que c'est vraiment la double peine. Ça doit être terrible, oui. Voilà, et c'est des sujets dont il faut qu'on parle. Et comme nous, on vit une situation de confinement, je pense que pour la première fois, on peut avoir cet effet miroir et de considérer le handicap dès maintenant pour mieux le traiter et créer une société inclusive demain, un peu plus fortement. Et qui soit aussi moins pesant pour la société. Le fait de pouvoir mieux encadrer ces personnes et les aider, c'est des personnes qui seront nettement plus autonomes et aussi mieux acceptées dans la société. C'est exactement ça, c'est un peu l'idée. Donc j'arrive aussi à être audible là-dessus. On a monté un partenariat avec Corentin Tolisso, qui est l'international de foot, qui est un garçon extraordinaire et qui parle en visioconférence à des enfants en situation de handicap, et de handicap lourd, troubles cognitifs, etc. Oui. Donc, et je pense que je suis audible aussi là-dessus parce que à chaque fois que je suis dans une forme d'engagement, je crois que je suis assez cohérente en fait sur ce que j'ai envie de véhiculer, d'avoir une société un peu plus juste. Alors ça peut paraître tarte à la crème et idéaliste, mais j'essaie d'y contribuer. Alors on a une autre question de Gazi qui nous demande qu'est-ce que vous a apporté de plus le Award d'argent dans la catégorie responsabilité sociétale au Festival Green Award de Deauville? Plus de motivation, peut-être aussi plus de relations. De reconnaissance, de mes pairs. Parce que, en fait, avant de faire le lobby de Poissy, j'avais jamais réalisé de réalité. Enfin, j'avais fait des sujets de 10 minutes, beaucoup de sujets de 10 minutes, mais j'avais jamais réalisé qu'il y avait des choses aussi longues. Donc, même moi, je me considérais pas réalisatrice, j'avais une très vite dans les médias. En tout cas, le fait d'avoir eu ce prix, déjà, à titre perso, ça m'a donné de la reconnaissance. Et pour le sujet que j'étais en train de défendre et pour les enfants que j'avais emmenés avec moi, il y avait 2 représentantes que j'avais fait venir avec Anaïs pour venir. Ça, c'était génial parce que il y avait, ça dépassait simplement le pas de mes cartes SD sur lequel étaient ces images-là, et que d'autres personnes avaient vu cette initiative, voulaient la suivre. Et au moment où on a reçu le Green Award, en plus, nous n'étions même pas encore allés au Parlement européen porter la déclaration des droits de la planète. Donc, c'est pour vous dire que voilà.
Donc ça, c'était chouette. Et puis, c'est super d'avoir un trophée chez soi, quoi. Donc, un petit côté ego trip bien cool, quoi. Ouais, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, une autre petite question peut-être pour finir un peu plus légère, sauf si les autres, bien sûr, ont d'autres questions à poser. Quelle sera la première chose que vous ferez juste après le confinement? La toute première chose. Partir tourner. C'est ce qui vous manque du coup le plus. Ah là là, horrible. À part tourner les enfants à la maison, c'est vrai que... Et des vidéos de moi à mettre sur Instagram, c'est un peu limite quand même, quoi. Non, partir tourner, ouais, partir tourner. Et puis après, j'ai des projets, mais encore un peu off, d'antenne à la rentrée, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça me manque aussi. Et ça, une question d'Églantine sur l'extrême droite qui est très intéressante. Tu la lis? Tu peux la lire? Quand on voit que l'extrême droite est banalisée dans les médias, Zemmour a une émission, l'équipe de Pascal Pro sort fake news sur fake news. Y a-t-il une télé réactionnaire? Excellente question, Églantine. Je ne sais pas si on peut parler de télé réactionnaire, mais on peut plus parler d'une télé qui a besoin de ce qu'on appelle, de façon bien pensante, d'aspérité. Voilà, il faut que ça clive. Hanouna, quoi. C'est-à-dire qu'on est... exactement, il faut que ça clive, il faut qu'on soit dans oui ou non, mais qu'on oublie l'univers de la nuance. Donc ça, c'est assez problématique. Et la problématique, par exemple, de quelqu'un comme Éric Zemmour, c'est que c'est un homme extrêmement érudit, extrêmement intelligent, et qui, malheureusement, en face de lui, n'a jamais les personnes du même calibre qui pourraient être capables de lui opposer systématiquement des objections à toutes les inepties et toutes les dégueulasseries qu'il peut balancer du soir au matin. Donc moi, je trouve que c'est dramatique de tendre un micro à ce genre de personnes dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui, qui n'est plus simplement de distribuer un journal à un endroit, mais qui utilise les réseaux sociaux comme caisse de résonance, parce que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps ou n'ont plus le temps, parce qu'on est, comme le dirait Bruno Patino, dans une économie de l'attention, de l'immédiateté, donc on fait en sorte qu'on soit attentif quelques secondes pour avoir un message très précis. Ça ne nous emmène pas pour nous élever et puis s'apercevoir que ce qu'il dit est non seulement un tissu de mensonges la plupart du temps, de la provocation, et comme c'est dit avec conviction et rhétorique, ça rentre dans la tête de certains et ça va jusqu'aux urnes parfois, et ça c'est dramatique. Et les journalistes ont un rôle là-dedans. Des caisses de résonance aussi, d'offrir une tribune. Alors, on a une petite remarque d'Églantine très subtile qui nous dit que sur l'intellectuel, Zemmour est surtout un escroc. Merci Églantine. Vas-y Églantine. Merci Églantine. Finalement, votre avis, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a ses opinions et il a aussi le droit de parler. Non. Donc là, du coup, en tant que journaliste, vous pensez que non, ou en tant que là actuellement présent sur les... Non, parce que c'est quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine de mémoire. Donc je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'affaires avec la justice. Donc il y a un moment où il faut se poser la question, quoi. Et encore une fois, il y a le faire intervenir de temps en temps dans des débats, et il y a lui faire avoir un rond de serviette toutes les semaines dans une émission de télévision. Mais c'est pas la même chose. Finalement, cette émission répond-elle aussi à un besoin? Parce qu'on lui a proposé, mais c'était face à aussi peut-être un besoin, parce que les audiences sont là, et finalement, on est face à une chaîne qui a dû répondre à ce besoin. Donc, est-ce que vous serez prête, vous, à dire que interdire une personne de parler parce qu'elle est... elle est hors la loi, tout simplement, parce qu'elle a tenu des... Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'interdire de parler. Je dis qu'il ne faut plus lui tendre le micro. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il continuera à parler. Il y a d'autres réseaux pour s'exprimer. On le voit bien, les réseaux sociaux sont là pour aussi d'autres personnes qui peuvent avoir à peu près le même discours, si ce n'est pas pire, en termes d'incitation à la haine. Donc, il pourra toujours s'exprimer. Moi, je ne suis pas contre la liberté d'expression. Hein. Je suis pour que parfois nous soyons plus en responsabilité par rapport à l'action de tendre le micro à certains propos qui sont délétères. Donc voilà, quand on donne à quelqu'un l'occasion d'avoir un rendez-vous systématique dans un endroit, c'est-à-dire qu'on se rend complice des propos qu'il est en train de donner. Et je vous prends l'exemple d'RTL. RTL ne l'a plus sur son plateau. Donc après, on pourra jouer sur le côté, oui, mais le groupe M6, c'est aussi Paris Première, etc. Donc oui... Bon, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être en responsabilité et conscient de la caisse de résonance que donnent les médias, que fournissent les médias à ce type de discours dans une période où je crois que l'incitation à la haine et le clivage de la société sont ce qu'il y a de pire
Et j'espère que ce qu'on vit aujourd'hui nous permettra en tout cas de pouvoir de temps en temps reconnecter avec l'essentiel. Mais n'avez-vous pas peur justement de continuer à perdre ce lectorat, justement ces personnes qui sont en crise avec les journalistes, en finalement disant qu'il ne faut pas tendre le micro à Zemmour, parce que cette émission a été créée parce qu'il y avait réellement un besoin, parce que la population ne cessait de vouloir entendre Éric Zemmour. Donc finalement, c'était ma mère. Oui, non, il n'y a pas de souci. On a vu vous faire passer derrière. Ça fait partie du confinement. Mais oui, il y a quelqu'un pour vous aider. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, finalement, c'est enfin, non pas interdire, parce que vous l'avez dit, on n'interdit pas à quelqu'un de parler, mais le fait de ne pas vouloir lui tendre le micro parce qu'on estime qu'il incite à la haine, c'est votre décision, c'est la décision des médias, mais finalement, eux, les citoyens veulent autre chose. Et du coup, est-ce que vous êtes prête à continuer cette Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que les citoyens veulent autre chose? Il y a eu tout simplement une recherche et pas mal de besoins et d'attentes sur les réseaux sociaux où les gens ont manifesté directement auprès des boîtes de production et des chaînes ce besoin de pouvoir aussi confronter Éric Zemmour à d'autres personnalités, ce besoin aussi de l'entendre. Et donc, du coup, oui, certains médias ont vu ça aussi comme un tremplin, mais aussi une manière de répondre aux besoins de certains. Alors moi, j'ai pas eu ces études, mais je suis preneuse. Hein. Si vous les avez, envoyez-les-moi. Moi, je suis à fond. Ce que j'ai vu, c'est les plaintes du CSA. Ça, oui. ça c'est sûr. Il y en a eu énormément. Après, encore une fois, c'est ce que je disais en préambule. C'est Canal+ qui a eu droit à ces études, effectivement, sur le truc. D'accord. Non, mais je suis preneuse, hein, Mathilde. Franchement, je suis très, très sincère. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, mon point, c'est simplement de vous dire que si on est capable de mettre une personnalité... le négatif d'Éric Zemmour, même si, enfin l'inverse plutôt, parce que c'est plutôt lui le négatif, mais de prendre voilà l'inverse d'un homme comme lui et de lui opposer systématiquement un discours qui lui montre à quel point il a tort. Moi je dis pourquoi pas. Ce qui me gêne, c'est la répétition. Et encore une fois, je vais faire référence à Albert Camus. Vous allez me trouver un peu monomaniaque sur les... On avait compris que c'était votre idole. Oui, mais voyez, Albert Camus, il dit, je crois que c'est dans un édito de Combat de 45, il dit un truc très juste, il dit, voilà, aujourd'hui, on a l'impression, à peu près, hein, dans le texte, c'est pas ça, mais voilà, aujourd'hui, on est dans une période où, en fait, on a systématiquement envie d'apporter en tant que journaliste du buzz, du sensationnalisme, il dit pas buzz, hein, mais du sensationnalisme, des choses, des chiens écrasés, de ce genre de choses. Et ça fait 20 ans qu'on dit que c'est pour les besoins de l'audience parce que l'audience veut ça. En fait, ça fait surtout 20 ans qu'on ne lui a pas servi autre chose. Oui. Donc voilà, je vous prends un exemple tout bête. Vous voyez la plateforme Lumni sur laquelle se trouve, qui est l'ancien France TV Éducation, sur lequel se trouve référencée ma série Le Lobby de Poissy. C'était une plateforme qui était absolument inconnue du grand public, très connue des profs, mais inconnue du grand public encore parce qu'elle venait d'être lancée. Et même au sens large, France TV Éducation, ce n'était pas un site qui était extrêmement connu en soi et n'avait pas une audience incroyable. Eh bien, l'événement qui nous arrive aujourd'hui avec le confinement a complètement repolarisé aussi les choses. Et je pense que France TV Éducation et la plateforme Lumni va se sentir grandi aussi de ça. Et ça devient une destination, un lieu de rendez-vous pour la nation apprenante dont parle le gouvernement, mais pour simplement le rôle du service public qui est de donner accès à de l'information et de la culture. Donc, il faut aussi se saisir de ces moments-là pour faire passer d'autres messages. Ça ne veut pas dire tomber dans le monde de oui-oui, ça ne veut pas dire tomber dans la bien-pensance dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire, encore une fois, d'avoir un rééquilibrage des plateaux de la balance, quoi. Alors, parce que... hop. Non, excusez-moi, c'est moi. Au contraire, je pensais que vous avez terminé. Parce qu'en fait, on a une dernière question de Gabriel qui ne cesse de vouloir que vous continuiez cette session. Sa question est: la liberté d'expression, c'est aussi choisir ce qu'on veut diffuser sur ces canaux. C'est une question de sa part. Qu'en pensez-vous ? Juste avant de répondre à Gabriel, je peux dire qu'Églantine, elle est au taquet. Hein. Oui, c'était Églantine. Vraiment aussi. Églantine, elle est super au taquet et elle a bien raison. Il faut qu'elle continue à être au taquet. Donc, alors, parlons libre, utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer. Pourquoi les médias seraient obligés de l'inviter? Oui, voilà, exactement, Gabriel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est pas d'interdire quelqu'un de parler. C'est de faire en sorte d'effectivement choisir les canaux de communication auxquels il a accès. Et il a accès aux siens. Donc, il peut tout à fait s'exprimer avec son discours. Moi, je serais patron de chaîne. Je ne lui donnerai pas de rendez-vous récurrent, permanent sur mon antenne. Je n'exclurai pas des plateaux. Je l'inviterai peut-être pour une émission de débat où effectivement, il faut que tous les points de vue se confrontent. Mais je ne lui donnerai pas une tribune. Voilà.
Merci, en tout cas, Elsa. Très grand merci Elsa pour ce moment fort intéressant. Elsa, je sais pourquoi je t'avais invité. C'est moi et je viens de rédiger ton contrat pour la rentrée d'octobre à l'ICP. Tu vas nous rejoindre. Tu seras très utile. J'espère ne pas me faire tuer par l'administration après cette fonction. Je suis hyper touchée, je suis très sensible. Bonne journée à tous. En tout cas, un très grand merci Elsa, c'était un moment intéressant, vivant et riche. Et puis bon repassage au cas où. Voilà. Oui, je vais continuer. Merci Mathilde, merci à tous. J'espère que je vous ai pas trop gonflé. Non, pas du tout, au contraire, c'était un réel plaisir pour tout le monde. Bon merci infiniment. Je suis très touchée, j'étais très stressée, donc j'espère que ça s'est pas trop vu. Non, au contraire, c'était très intéressant, même drôle, et puis on espère à bientôt. Moi aussi, à très bientôt. Bon confinement et restez bien chez vous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Ciao.